Bonjour, Valérie Guichon, je suis responsable administrative de la recherche à l'IETR, UMR-CNRS 61-64, et par ailleurs coordinatrice de l'université de Rennes 1. Alors, en fait, comment je suis arrivée au LabFab de l'université de Rennes 1? Initialement, dans un objectif de développement de l'innovation au sein de l'IETR, j'ai en 2013 développé un projet pluridisciplinaire avec les SAB de Rennes. Je rebondis sur la présentation précédente concernant la pluridisciplinarité et l'université de Rennes 2, qui a été assez riche avec bien suivi par plusieurs labos de Rennes 1. Et en fait, donc beaucoup de motivation sur ces croisements et en même temps des freins dédiés plus au mode de fonctionnement de la recherche. Et pour préserver ces motivations, je me suis dit peut-être que le LabFab est le cadre qui peut permettre de continuer ce travail de croisement, de rencontre entre les sciences dures et les arts visuels, arts plastiques, arts appliqués. Et donc, du coup, j'ai organisé des visites des sites LabFab de Rennes, donc Maison des associations, École des beaux-arts, pour les enseignants-chercheurs qui ont été intéressés et séduits, et donc ils m'ont demandé de travailler à la constitution d'un LabFab sur Rennes 1, dont le premier projet est le projet Open Source Véhicule Rennes, donc un projet conduit également en lien avec Télécom Bretagne. Baptiste vous a montré tout à l'heure une photo d'une voiture. Le projet Open Source Véhicule Rennes donc, a pour but de prototyper. Bon, je continue, c'est pas grave, vous verrez la photo après ou l'image après. Voilà. Donc le projet Open Source Véhicule, c'est un projet, donc un châssis open source. L'idée, c'est de prototyper un véhicule qui soit en cohérence avec son écosystème, et on a choisi comme échantillon d'écosystème ou de société Rennes Métropole, société plus possible. Voilà. Donc ce projet est assez récent. On a eu une première rencontre, un bootcamp qui s'est organisé fin avril. On n'a pas encore tout à fait de recul. Des effets induits assez importants se déroulent depuis cet événement. Mais ceci étant dit, donc, je pense qu'on peut apporter un certain nombre d'éléments d'information sur le sujet posé aujourd'hui, à savoir Fab Lab et communauté extra-universitaire. Donc les Fab Labs créent des communs. Donc dans ce cadre, le projet OSV par le prototypage de l'objet, le véhicule dans son écosystème. Donc on y intègre également son usage, donc voir la contribution au prototypage de son écosystème. Ces communs vont enrichir les travaux de la communauté universitaire et ainsi devenir extra-universitaire. Cet enrichissement dépend du contenu des communs créés et de la diffusion et du développement de ces communs. Mais en fait, c'est vrai que ça pose un peu des questions quand on avance un discours tel que celui-là, puisque l'université, traditionnellement, par sa vocation, crée, prototype également des objets, voire prototype également, ou participe au prototypage d'écosystèmes. Donc effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'ont de particulier ces fameux LabFab, compte tenu de la vocation de l'université. Donc pour répondre à ces questions, je pense qu'il faut reprendre le processus en fait lié à la création des communs issus des Fab Labs pour mieux comprendre également la particularité des contenus. Voilà. Donc conformément à la charte du MIT, les Fab Labs proposent des accès libres aux individus. Donc, tel qu'en parlait très bien également Hugo Bain tout à l'heure en introduction. Dans le cas du projet OSV, par exemple, le bootcamp qu'on a organisé la fin avril, vous pouvez comprendre différents profils, dont des universitaires, enseignants, chercheurs, ingénieurs,
des BIATS également, des entrepreneurs, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise. Excusez-nous les collègues de Villegence, que vous pouvez faire attention à vos micros. Vous pouvez fermer si Et fermer si c'est possible, les activer ce serait mieux. En fait, si vous allez au niveau de la dalle, Sur le bureau. vous désactivez le micro de la salle. Vous nous entendrez parfaitement et on vous entend plus. Voilà. Si vous voulez poser des questions, vous réactivez. Merci. Donc on avait également des chefs d'entreprise, des retraités, des ingénieurs de grands groupes industriels et également des chargés de mission de collectivités territoriales, sans avoir recherché spécifiquement, en termes de communication, là je pense que c'est les réseaux de communautés qui ont fonctionné. Donc la pluralité des parcours, des âges, des expériences, dans un objectif commun de vouloir réaliser un prototype, donc créer de la richesse et développer des connaissances mutuelles. Également donc différentes disciplines pour ce qui est du projet OSV. Lors du camp on a accueilli donc aussi bien des mécaniciens, des mécatroniciens, des électroniciens, il va y avoir de la physique également, design, architecture, voilà, et probablement que le projet des personnes sont en train de se raccrocher au projet petit à petit depuis le camp, donc j'imagine qu'on en saura un peu plus prochainement, mais que d'autres activités vont s'y raccrocher prochainement. Alors tout ça dans un lieu, un environnement, un espace qui échappe au code conventionnel de l'enseignement supérieur, que peut être une salle de réunion, une salle de formation avec des tables et des chaises, donc plutôt une ambiance à atelier, avec des outils, des machines, du bruit, du bazar, une liberté de se mouvoir dans l'espace, voilà. Et donc également, conformément au MIT, donc les Fab Labs partagent le catalogue évolutif d'un noyau de capacité pour fabriquer presque n'importe quel objet, permettant aux personnes et aux projets d'être partagés. Donc la notion du partage induit la volonté. Plus qu'une volonté, je pense que c'est aussi quasiment une passion de faire ensemble pour ces personnes qui participent, donc c'est extrêmement fort. Donc dans la notion du faire, de pratiquer, quoi. Donc cette volonté de faire nécessite un exercice pour les prototypeurs, participants, de transfert de leurs connaissances, de leurs pratiques, leur méthodologie de travail également, par l'explicitation. Donc la mise en mots pour en partie ou éventuellement une mise en code dans un deuxième temps. Donc il est vrai que j'ai eu cette chance à un moment donné dans mon passé d'être formée par Pierre Vermèche, qui est un psychologue et psychothérapeute chargé de recherche au CNRS, donc qui a mis au point une méthode la technique de l'entretien d'explicitation, et que j'ai mise en pratique à peu près pendant 7 ans, 7-8 ans, pour le ministère de la Culture. J'avais été chargée de mission d'une formation coordination, d'une formation expérimentale, transmission savoir-faire rare, donc des métiers qui ont toujours une viabilité économique, mais qui n'avaient pas de formation initiale. Donc que de la pratique, pas de théorie, pas de référentiel métier, aucun écrit. Et donc j'ai accompagné, il a fallu tout rethéoriser en accompagnement avec ses maîtres. Et j'ai vraiment le sentiment, quand j'observe ce qui se passe dans le Fab Lab, tous ces environnements, de retrouver en fait des espaces lieux ou des espaces-temps avec des gens qui favorisent cette explicitation de savoir-faire, qui favorisent également donc la plasticité, on va dire, des sens cognitifs. Donc cette explicitation, elle est favorisée forcément par la passion commune, on l'a dit. La liberté d'accès au Fab Lab, ça libère également donc le respect des personnes, quel que soit leur statut, quelle que soit leur discipline, enlève, démystifie complètement et donne de la liberté de communication et favorise cette explicitation. La pluralité des profils nécessairement oblige, dès lors que les personnes
ont pour objectif de travailler ensemble et prototyper ensemble nécessitent de l'explicitation, de la mise en mots et donc de la mise en geste. L'espace atelier lui-même, il est un support à l'explicitation de savoir-faire ou pratique, donc de savoir-faire non verbaux, le fait de mettre en geste plutôt que de théoriser. La liberté de se mouvoir dans l'espace, j'en ai parlé aussi, et donc la gestualisation, hein, voilà, la gestualisation des savoir-faire fait que l'ensemble des prototypeurs, quel que soit le milieu, apprennent et le partage des connaissances se produit. Donc voilà, c'était juste de bien souligner, enfin à mon sens, avec ce passé là dédié à cette formation expérimentale, transmission savoir-faire rare, ce que je ressens. Donc c'est un peu ce qui s'est produit à travers le camp OSV, c'était assez fort, il y a eu des ateliers, des choses ont été prototypées, et depuis, ce prototypage également continue à distance. Donc, j'en reviens à mon sujet. Voilà, c'est souligner voilà, que la création, donc tout cela favorise la création de communs et alimente en fait l'intelligence collective, et ce d'autant plus que l'ensemble de ces communs viennent enrichir tant les travaux d'universitaires, puisqu'il s'agit du projet La Femme, donc là des projets de recherche, et avant-hier j'étais en réunion avec différents chercheurs, certains qui ont participé au camp OSV et suivi le projet voilà, et d'autres qui sont en train de s'y raccrocher, donc des projets de recherche sont en train d'être amorcés. Également des projets d'étudiants qui vont voir le jour là à partir de septembre. Il y a des stages tutorés qui sont en train de se mettre en place. Donc ça nécessite effectivement un minimum de coordination, si possible, de façon à ce que l'ensemble des disciplines concernées au sein du campus, en tous les cas, puissent et que les prototypes puissent se juxtaposer les uns aux autres. Et tout ceci se fait également toujours en lien avec la communauté externe et l'ensemble des participants. Donc pour cela, on utilise des outils numériques. On a un espace partagé, un Framapad, sur lequel l'ensemble des réunions, des échanges sont rapportés. On a une mail list OSV où l'ensemble des personnes qui participent au projet, quel que soit le statut, on reçoit des informations. Le pad référence également l'ensemble des GitHub qui ont été créés par les uns et les autres et qui sont alimentés régulièrement. Toute cette documentation est effectivement disponible. Au-delà de ça, il s'agit, je pense, également de préserver cette dynamique par des rencontres physiques telles qu'on a pu la vivre en avril dernier, là, fin avril. Alors des petits ateliers thématiques s'organisent de façon complètement libre, à l'initiative d'un des prototypeurs, parce qu'il a une problématique technique à résoudre, et donc via la mail list, il fait appel aux autres participants du projet. C'est ce qui s'est produit donc le week-end dernier, et voilà, dans la continuation et l'objectif à atteindre, on souhaite, on verra, on imagine qu'à 3 ou 5 ans, une première flotte de véhicules pourra circuler dans Rennes et résoudre des problématiques de mobilité particulières, qui le dernier kilomètre, qui le handicap, qui le public comme personnes âgées, qui la relation milieu rural, milieu urbain, voilà. Donc on va aussi dans ce sens devoir organiser on va dire des workshops thématiques, et probablement une prochaine rencontre sera à l'automne prochain. Voilà. Vous avez des questions sur cette aventure? Open Source Miracle. Oui, c'est une aventure. Qui est partie de projets de chercheurs, ensuite associer des étudiants, et puis après il y a toute une communauté extra-universitaire qui se greffe sur ce projet, avec des gens qui ont plein
d'intérêts et de passions différentes, mais qui convergent sur cette idée d'avoir cette flotte de véhicules sereine.